Dans la nuit du 27 au 28 février 2026, pendant que la plupart d'entre vous dormiez, le Moyen-Orient a basculé. À 2h17 du matin, heure de Téhéran, les premières explosions retentissent au-dessus de la capitale iranienne. Des missiles américains et israéliens, pas de sites nucléaires seulement, des palais, des bunkers, des quartiers généraux des gardiens de la Révolution, et la résidence du guide suprême de la République islamique d'Iran. À 6h43 du matin, le lendemain, la télévision d'État iranienne confirme ce que les services de renseignement israéliens venaient d'annoncer. Ali Khamenei, 86 ans, guide suprême depuis 1989, l'homme qui dirigeait l'Iran depuis plus longtemps que la plupart des Iraniens n'ont vécu, est mort. Trump publie un message sur Truth Social. Netanyahou parle à la nation israélienne en direct. L'Iran tire des missiles vers Israël, vers les bases américaines dans le Golfe, vers l'Arabie Saoudite. Des sirènes retentissent à Tel Aviv, à Abu Dhabi, à Manama, à Doha. En 24 heures, la région la plus stratégiquement sensible du monde s'embrase. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Et dans cette vidéo, nous allons décrypter ce qui s'est vraiment passé. Pas seulement cette nuit de février 2026, mais tout ce qui a conduit à ce moment et tout ce que cela va changer. Pour le Moyen-Orient. Pour l'économie mondiale. Et pour vous, directement. Pour comprendre la nuit du 28 février 2026, il faut remonter à 1979. À la révolution islamique iranienne, avant 1979, l'Iran du Shah, Mohammad Reza Pahlavi, était un allié stratégique d'Israël et des États-Unis. Les deux pays échangeaient du pétrole, du renseignement, des technologies militaires. Téhéran et Tel Aviv n'avaient pas d'ambassade formelle, mais une coopération profonde. Tout change en janvier 1979, quand Khomeini rentre d'exil et prend le pouvoir. L'ayatollah désigne immédiatement Israël comme le petit Satan, une tumeur cancéreuse qu'il faut rayer de la carte. Les États-Unis sont le grand Satan. Et depuis 1979, ces désignations ne sont jamais vraiment abandonnées. Elles structurent la politique étrangère iranienne jusqu'au dernier jour du régime de Khamenei. De 1979 à 2026, la confrontation entre l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre, prend plusieurs formes. Le financement et l'armement du Hezbollah libanais, la milice chiite que Téhéran crée en 1982 et qui devient son bras armé au Liban. Les attentats contre des intérêts américains et israéliens à travers le monde, Beyrouth 1983, Buenos Aires 1992 et 1994, le programme nucléaire iranien, lancé discrètement puis révélé au monde au début des années 2000, qui devient le point de friction central. L'Iran nie vouloir la bombe, les inspecteurs de l'AIEA documentent des activités qui suggèrent le contraire. Des négociations laborieuses aboutissent à l'accord de Vienne en 2015, le JCPOA, que Trump dénonce unilatéralement en 2018. Et depuis 2018, avec l'effondrement de l'accord nucléaire, les assassinats ciblés de scientifiques iraniens attribués au Mossad, les sabotages d'installations nucléaires, les tensions militaires croissantes, la confrontation n'a cessé de s'intensifier. Jusqu'à l'été 2025, le 13 juin 2025, Israël déclenche l'opération Rising Lion, une attaque surprise contre les sites clés du programme nucléaire iranien, Fordo, Natanz, Ispahan. Trump annonce dans la foulée que les États-Unis ont complètement et totalement détruit ces sites nucléaires. Ce n'est pas tout à fait exact. Les sites sont endommagés, certains gravement, mais l'Iran dispose de redondances, de sites enterrés profondément sous les montagnes de Fordo, que même les bombes Bunker Buster américaines ne peuvent pas atteindre complètement. La guerre des 12 jours, du 13 au 24 juin 2025, fait rage. L'Iran riposte avec des missiles et des drones sur Israël. Le système Iron Dome intercepte la majorité, mais pas tous. Des quartiers de Tel Aviv sont touchés. Des installations pétrolières dans le Golfe sont visées. Un cessez-le-feu est conclu le 24 juin. Mais Israël a déjà préparé la suite. Le 15 juin, pendant la guerre des 12 jours, Israël avait proposé un plan d'assassinat contre Khamenei lui-même. Trump avait opposé son veto à ce moment-là. 8 mois plus tard, il changerait d'avis. Entre juin 2025 et février 2026, la situation s'aggrave progressivement. L'Iran, en crise économique profonde depuis des années, voit sa population se révolter à nouveau. Des manifestations massives éclatent à Téhéran, Ispahan, Mashhad. Le régime réprime avec une brutalité croissante.
Ali Larijani, désigné en janvier 2026 comme secrétaire aux affaires de sécurité suprême, est chargé d'écraser avec une force létale les récentes manifestations réclamant la fin du pouvoir islamique. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre lui le 15 janvier 2026. Dans ce contexte, un Iran fragilisé intérieurement, un programme nucléaire toujours partiellement actif et une administration Trump qui voit une opportunité, la décision est prise. Le 28 février 2026, à partir de 2h17 du matin heure locale, les États-Unis et Israël lancent une vaste série de frappes coordonnées sur l'Iran. Les cibles: installations nucléaires résiduelles, quartiers généraux des gardiens de la Révolution, commandements militaires, et c'est la rupture avec toutes les opérations précédentes, les dirigeants eux-mêmes. Les services de renseignement de la CIA et du Mossad avaient localisé Khamenei. La frappe sur sa résidence est précise. 5 personnes meurent dans l'attaque, dont le guide suprême lui-même. En quelques heures, plus de 40 responsables iraniens sont tués. Ali Larijani, le numéro 2, est éliminé dans la même opération. Netanyahou parle à la nation. Ce matin, nous avons éliminé de hauts responsables du régime des ayatollahs, des commandants des gardiens de la Révolution, des responsables de premier plan du programme nucléaire, et nous continuerons. Trump sur Truth Social: vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine. Et au peuple iranien, l'heure de votre liberté est à portée de main. L'Iran riposte avec une intensité que peu d'analystes avaient pleinement anticipée. Des missiles balistiques sont tirés vers Israël. Les sirènes retentissent dans tout le pays. Des drones et missiles ciblent les bases militaires américaines dans le Golfe, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis. Un centre du quartier général de la 5e flotte américaine à Manama est touché par une attaque de missiles. Plusieurs immeubles résidentiels dans la capitale bahreïnite sont endommagés. L'Iran vise également des sites pétroliers et gaziers dans le Golfe liés à des intérêts occidentaux. Une menace directe sur l'économie mondiale via le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Le Hezbollah, depuis le Liban, rouvre les hostilités contre le nord d'Israël. Des drones iraniens frappent avec l'aéroport de Nakhichevan en Azerbaïdjan, une escalade géographique inattendue qui entraîne une réponse diplomatique de Bakou. Et en France, c'est ici que la guerre touche directement des intérêts européens. L'Iran menace de viser l'Europe si la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne participent à des opérations contre lui. Macron s'adresse à la nation, annonce le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale et de la frégate Languedoc au large de Chypre. Le 8 mars 2026, 10 jours après la mort de son père, Mojtaba Khamenei est officiellement désigné comme 3e guide suprême de la République islamique par l'Assemblée des experts. Cette désignation marque une rupture historique avec 40 ans de tradition républicaine islamique. Le régime vient d'instaurer de facto une succession héréditaire, comme dans une monarchie. Une partie du clergé chiite de Qom conteste la légitimité religieuse du nouveau guide qui ne possédait pas initialement le rang d'ayatollah requis par la Constitution. Mais une crise politique interne n'affaiblit pas nécessairement un régime confronté à une agression extérieure. L'histoire montre souvent le contraire, une attaque étrangère peut galvaniser une population autour de ses dirigeants, même impopulaires. Les manifestations pro-démocratie qui secouent l'Iran depuis des mois ne disparaissent pas. Mais elles se complexifient, certains Iraniens célèbrent la mort de Khamenei. D'autres, même parmi les opposants au régime, condamnent l'assassinat comme une violation de la souveraineté nationale. La guerre d'Iran 2026 n'est pas seulement une crise géopolitique abstraite. Elle a des conséquences économiques concrètes, immédiates, que vous ressentez directement. Le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime de 55 km de large entre l'Iran et Oman, est l'une des artères vitales de l'économie mondiale. Environ 20% du pétrole mondial y transite, ainsi qu'une proportion significative du gaz naturel liquéfié. C'est le point de passage des exportations de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, de l'Irak. Depuis le début de la guerre, l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. Il ne l'a pas encore fait parce que cette décision serait une déclaration de guerre à l'ensemble de l'économie mondiale, y compris aux pays qui soutiennent l'Iran. Mais la menace suffit à faire s'emballer les marchés. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le prix de l'essence a augmenté de 33 centimes par litre en France et celui du gazole de 44 centimes.
On a devant nous une année de carburant cher, estime Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie à l'Université Paris-Dauphine. Le Moyen-Orient produit un quart du soufre mondial, un composant essentiel dans la fabrication des engrais agricoles. Depuis le début du conflit, plusieurs installations de production ont été arrêtées ou endommagées. Les prix des engrais s'envolent, les agriculteurs vont être totalement dans le rouge, alerte le secrétaire général des jeunes agriculteurs. Pour les pays africains qui importent massivement des engrais, notamment pour leurs céréales, cela peut signifier des hausses de prix alimentaires dans des contextes déjà fragiles. L'Iran est un producteur important de cuivre, de zinc, d'aluminium. Ses exportations sont perturbées. L'activité française enregistre en mai son plus fort recul depuis 5 ans et demi, en partie sur fond de guerre au Moyen-Orient selon l'INSEE. Il dirige une PME de fabrication mécanique dans la région lyonnaise. Il travaille avec des matériaux dont les prix ont explosé depuis mars. « Je comprends rien à la géopolitique, dit-il, mais je comprends que depuis la guerre en Iran, mes marges ont fondu. Je paie mes camions plus cher, je paie mes matières premières plus cher, et mes clients, eux, ne veulent pas payer plus cher mes produits. Je suis coincé. » Son cas n'est pas isolé. Plus d'un chef d'entreprise sur deux a vu sa trésorerie baisser au premier semestre 2026, notamment à cause de la guerre au Moyen-Orient, selon la CPME. La question que tous les analystes se posent depuis le 28 février 2026 est celle-ci. Trump a-t-il un plan ? La Fondation méditerranéenne d'études stratégiques note que malgré une méthode déconcertante qui peut donner l'impression d'une improvisation, Donald Trump déroule une stratégie clairement présentée dans la National Security Strategy, promulguée au début de cette année. Quelle est cette stratégie ? 3 objectifs déclarés. C'est l'objectif le plus clair et le plus immédiat. Les frappes de juin 2025 et février 2026 ont significativement endommagé les capacités nucléaires iraniennes, mais les experts débattent. Ont-elles vraiment arrêté le programme ou l'ont-elles seulement retardé de quelques années au prix d'une guerre régionale massive ? C'est l'objectif le plus ambitieux et le plus risqué. Trump l'a dit explicitement au peuple iranien, l'heure de votre liberté est à portée de main. L'idée, en décapitant le leadership iranien, en ajoutant une pression militaire extérieure à l'effervescence populaire intérieure, provoquer l'effondrement de la République islamique, ce scénario ne s'est pas matérialisé. Mojtaba Khamenei est au pouvoir. Le régime tient, et les exemples historiques, Irak 2003, Libye 2011, montrent que renverser un régime par la force crée souvent des chaos plus dangereux que ce qu'on a voulu remplacer. La Fondation méditerranéenne note que les opérations américano-israéliennes coupent un accès crucial aux mers chaudes pour la Russie tout en asséchant son approvisionnement en drones iraniens. L'Iran était le principal fournisseur de drones kamikazes à la Russie pour la guerre en Ukraine. Affaiblir l'Iran affaiblit donc indirectement la Russie. Moscou condamne verbalement les frappes, mais est discrètement soulagé de voir l'Iran déstabilisé si cela réduit les pressions américaines sur le dossier ukrainien. La Chine condamne les frappes officiellement et appelle à la désescalade. Mais elle surveille attentivement le détroit d'Ormuz, par lequel transite une proportion significative de ses importations pétrolières. La guerre d'Iran s'inscrit, selon les analystes, à la fois dans le champ des rivalités entre acteurs globaux, États-Unis, Chine, Russie, et dans le champ des rivalités régionales entre les 4 principaux acteurs du Moyen-Orient que sont Israël, l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite. En mai 2026, la guerre d'Iran n'est pas terminée. Des négociations sont en cours, l'Iran examine une nouvelle proposition de paix américaine, Trump affirme qu'il s'agit de la dernière phase des négociations, mais aucun accord formel n'est encore conclu. Sous pression américaine, iranienne et internationale, un cessez-le-feu est signé. L'Iran accepte un gel de son programme nucléaire en échange d'une levée partielle des sanctions. Le régime de Mojtaba Khamenei survit, fragilisé mais présent. Le Moyen-Orient retrouve une stabilité précaire. C'est le scénario que Trump veut présenter comme une victoire. Il a arrêté l'Iran nucléaire, il a libéré le Moyen-Orient. C'est aussi le scénario qui ressemble le plus à ce qui s'est passé à chaque grande crise de la région depuis 1973, l'embrasement, puis la désescalade négociée. L'Iran refuse de négocier sous contrainte, le Hezbollah maintient une pression continue sur le nord d'Israël. Des factions pro-iraniennes en Irak harcèlent les bases américaines, l'économie régionale continue de souffrir. Et les prix du pétrole restent élevés, ce qui nuit à l'Occident mais aussi à de nombreux pays en développement.
Ce scénario est celui qui correspond le mieux à la résilience historique de la République islamique. Le régime iranien a survécu à la guerre Iran-Irak, 1980 à 1988, 1 million de morts, aux sanctions, aux assassinats de scientifiques. Sa capacité à tenir face à une pression extérieure ne doit pas être sous-estimée. Le plus dangereux, une frappe qui dérape sur un navire civil, sur une installation d'un pays neutre, sur un site qui déclenche une réponse disproportionnée. Ou une décision irrationnelle d'un Iran acculé de tenter une action désespérée, miner le détroit d'Ormuz, attaquer directement le territoire d'un pays européen. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il est suffisamment plausible pour que les états-majors des armées européennes, dont la France, l'aient intégré dans leur planification. Le déploiement du Charles de Gaulle n'est pas symbolique. Premièrement, le prix de l'énergie. Chaque centime d'augmentation du prix du baril se traduit directement à la pompe, dans les factures de chauffage, dans le coût du transport de toutes les marchandises. Deuxièmement, la sécurité européenne. La France a des forces dans la région. Des ressortissants français vivent dans les pays du Golfe. Et si l'Iran met à exécution ses menaces contre les pays européens qui soutiendraient les frappes, la France est directement exposée. Troisièmement, la stabilité de l'ordre international. La mort d'un chef d'État dans une frappe militaire ciblée, même d'un régime répressif, crée un précédent. Si assassiner un chef d'État devient un outil de politique étrangère accepté, quel dirigeant se sent en sécurité ? La nuit du 28 février 2026 a changé quelque chose de fondamental dans l'ordre du monde. Pas parce que Khamenei était un homme bon, il ne l'était pas, au regard de l'histoire des droits humains sous son règne. Pas parce que le programme nucléaire iranien ne représentait pas une menace réelle, il en représentait une, mais parce que l'acte d'assassiner un chef d'État en exercice, même d'un régime hostile, franchit une ligne que les démocraties libérales avaient jusqu'ici officiellement refusé de franchir, et que les conséquences de ce franchissement ne sont pas entièrement maîtrisables. L'histoire du Moyen-Orient depuis 1945 est une histoire de crise qui semblait résolue, et qui revenait, sous d'autres formes, à d'autres moments. La question n'est pas de savoir si le Moyen-Orient sera stable dans 10 ans. La question est de savoir quelle forme prendra la prochaine crise, et si nous aurons appris quelque chose de celle-ci. Ce que nous savons, c'est que comprendre est toujours préférable à subir, et que la géopolitique, aussi complexe, aussi éloignée qu'elle semble parfois, détermine directement le prix de votre carburant, la sécurité de vos voyages, et les décisions que vos gouvernements prennent en votre nom. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les frappes américano-israéliennes sur l'Iran étaient justifiées? Et selon vous, la mort de Khamenei rapproche-t-elle ou éloigne-t-elle la région de la paix? À très bientôt.